diplomatique en vue de restaurer une politique de bon voisinage. Tels sont donc quelques extraits de cette note du... Sous Alter Radio, l'IFE. C'était... Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène international. Ça fait une année exactement depuis un nouveau conflit éclaté dans Proche-Orient, un acteur central c'est Israël. C'était 7 octobre 2023, mouvement Hamas a fait une coquine attaque sous Israël, c'est palestinien, ça a fait 1200 morts d'après bilan. Israël répond avec une force sans pareil et depuis là c'est moun cap tombé surtout dans Gaza, territoire palestinien, au côté moun mouri tant kou mouche en bas coup de zam Israël. Bilan au palais sous plus passé 40 000 Palestiniens qui tombaient pendant une année ça qui passait. Le spécialiste yo a parlé sous Israël, yo dit politique li c'est sous la force li chita. Qui discours Israël gagne sous palestinien et qui action tout que mène contre palestinien qui fait ouais Israël pas considérer palestinien comme moun du tout. C'est une réflexion qu'on a proposée aujourd'hui avec spécialiste Sylvain Sipel. C'est un journaliste, un ancien correspondant journal Le Monde en France. Lui écrit un livre qui relève l'État d'Israël contre les Juifs qui était paru en 2020 dans l'édition La Découverte et gagné une nouvelle édition qui fait sortir, augmenter en 2024. Le livre ça porter une lumière sous politique gouvernement israélien avec sous façon yoel dans niveau international. N'a écouté Sylvain Sipel qui a parlé avec Pascal Boniface dans l'Institut Relations internationales stratégiques Iris. Israël a franchi, avec ce qu'on voit actuellement à Gaza, au Liban, etc., a franchi un palier qui n'était pas impensable, mais qui était tout de même un palier que j'avais du mal à imaginer quand j'ai écrit ces lignes il y a 20 ans, quoi.
Et je connaissais cette citation il y a 20 ans et je les ai publiées il y a 4 ans. Oui, Israël aujourd'hui est un État qui met en danger pas seulement ses propres citoyens, sur un avenir à échéance plus ou moins lointaine, mais c'est un État qui ne reconnaît rien du droit international. C'est un État qui commet des crimes dont on verra si la justice, oui ou non, les considère finalement génocidaires, mais enfin, quel que soit ce qu'on en pense, qu'ils soient ou pas génocidaires, sont des crimes absolument épouvantables. Et ça n'est pas exactement très bon pour les Juifs. Je donne toujours un exemple quand les gens me disent, mais enfin, en quoi Israël engage les Juifs? Mais j'ai dit, vous savez, quand il y a Daesh ou bien Al-Qaïda qui commettaient des crimes épouvantables, je ne pense pas que c'était très favorable aux musulmans dans le monde. Je pense que ça allait dans le sens de l'islamophobie, ça alimentait l'islamophobie. Et les actes de Daesh et les actes d'Al-Qaïda alimentaient l'islamophobie. Peut-être pas justement, pas sans justification, mais le fait est que ça allait dans ce sens-là. Et c'est la même chose. Israël ne fait que pousser à la résurgence de l'antisémitisme. Et les ignorants, les antisémites s'en délectent, et les autres, les ignorants, ne font pas de différence entre Israël et les Juifs. Et à partir de là, Israël devient réellement, par sa criminalité, devient un danger pour les Juifs. Et tu écris même que Netanyahou s'acoquine avec des antisémites avérés, oui. Tout en accusant quiconque qui met une critique sur sa politique d'être antisémite, ce qui est quand même le grand paradoxe. C'est un grand paradoxe. Enfin, sur la question de l'antisémitisme et de la période nazie, Netanyahou est le digne fils de son père. Son père était une sorte d'histoire. Il y a un livre qui est assez rigolo, qui est sorti sur lui, qui s'appelle Les Netanyahou, qui est d'abord sorti aux États-Unis. Et Netanyahou père était une sorte d'historien raté, mais qui avait des théories assez farfelues, mais qui, entre autres, il y a 50 ans, considérait déjà que la menace essentielle contre les Juifs n'a pas été historiquement la chrétienté, mais l'islam. Honnêtement, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a eu évidemment de l'antisémitisme en terre d'islam, c'est indubitable, mais si on compare à la chrétienté, fort heureusement d'ailleurs, il y en avait immensément moins en terre d'islam qu'en terre chrétienne. Mais peu importe. Il avait ce type de théorie parce qu'il avait l'islamophobie chevillée au corps. Et de ce point de vue-là, Netanyahou est un personnage extrêmement étrange. C'est-à-dire que devant le Congrès sioniste, il a expliqué que l'inventeur des chambres à gaz, ça n'était pas Hitler. C'était le moufti de Jérusalem, qui a rencontré Hitler pendant 7 minutes en 1941, alors que la Shoah avait commencé, et Netanyahou invente un débat, parce qu'il n'y avait personne dans cette rencontre pour prendre note de ce qui s'est dit. Et tout ça a duré 7 minutes, et donc il invente le discours d'Hitler et le discours du grand moufti, et donc il dit, alors Hitler dit, mais alors je veux me débarrasser des Juifs, il faut les foutre dehors d'Allemagne, et alors le grand moufti lui dit, mais non, c'est pas possible ça, parce que si vous les mettez dehors, ils vont venir en Palestine, et nous on veut pas du tout qu'ils arrivent en Palestine, alors Hitler se demande, mais alors qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et le moufti lui répond, mais il faut tous les tuer et les voler. Bon, c'est une invention. Mein Kampf était quand même date de 1925, donc on peut penser que... Mein Kampf date de 1925, la Shoah par balle a déjà commencé, et les premières tentative de mise en œuvre des chambres à gaz a commencé, les camions, etc., tout ça a commencé, c'est-à-dire que l'extermination des Juifs en Europe centrale et orientale a déjà commencé. Et donc, Hitler n'a pas eu besoin du moufti pour lui indiquer quelle était la méthode pour détruire la population juive dans son entièreté.
Même Angela Non. Merkel a dû rappeler la vérité historique, pourtant. Oui, c'est mais rare que ce qui est tout à fait les... sidérant, c'est quand même que Netanyahou utilise d'affabulation. Et donc, pour quel motif a-t-il besoin d'affabulation ? Il a besoin d'affabulation. Je me suis gratté la tête et je me suis demandé longtemps, mais pourquoi fait-il ça ? Et je ne vois pas d'autre réponse que cela. C'est-à-dire, il s'agit d'une certaine manière d'exonérer l'homme blanc pour faire porter le poids de la Shoah sur les musulmans. C'est ça l'objectif. Là, c'est eux qui l'ont fait, les Allemands. Mais l'idée de brûler tous les juifs, elle vient du Moufti. Bon, tous les grands spécialistes de la Shoah ont dit mais c'est une dinguerie, c'est inadmissible, etc. Mais en Israël, ça n'a fait aucun bruit. Si, les responsables de Yad Vashem, les historiens spécialisés ont tous dit que le type est dingue, mais il n'y a pas eu de honte. Vous imaginez si en France, un Premier ministre aurait dit Hitler ne voulait pas tuer les Juifs. C'est ça la phrase. Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, il voulait les déporter. Le Moufti l'a convaincu de les tuer, de les brûler. Mais si un ministre français, si un Premier ministre français avait dit ça, je pense qu'il aurait été il aurait été amené à démissionner. Dans l'État juif, ça n'arrive pas. Non seulement ça n'arrive pas, mais on s'en fiche de ce qu'il a dit. Il l'a dit en public à 2 reprises devant le Congrès juif mondial. Donc l'instance suprême du mouvement sioniste mondial. Il ne s'est rien passé. Mais l'autre réussite de Netanyahou, c'est d'avoir réussi quand même, depuis la reprise du conflit 2001, le 11 septembre, à l'époque quand même, l'assimilation de la critique du gouvernement israélien à l'antisémitisme et l'antisionisme ne marchait pas. Aujourd'hui, y compris au plus haut niveau de l'État en France, tu as de plus en plus quand même l'assimilation antisémitisme égale antisionisme égale critique du gouvernement Netanyahou. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il a réussi à faire passer dans le débat public. Je suis d'accord et pas d'accord avec cette vision. C'est en grande partie vrai pour les élites au pouvoir. Ça, oui. On peut dire que Netanyahou, jusqu'à ce jour, on verra, l'avenir nous dira ce qui peut se passer, mais jusqu'à ce jour, et depuis maintenant fort longtemps, il a réussi à vraiment ridiculiser 3 présidents américains successifs, c'est-à-dire Clinton, puis Obama et maintenant Biden. Il décide ce qu'il veut, y compris contre la volonté des Américains, et rien ne lui advient. Et il arrive à faire passer cette idée que Macron a malheureusement adoptée en France, que l'antisionisme est l'expression contemporaine de l'antisémitisme. Alors, pour te dire, je pense que parmi ceux qui sont antisémites, antisionistes, il y a aussi parmi eux des antisémites. Mais assimiler cette idée à l'antisémitisme est vraiment une absurdité. Et c'est une absurdité d'autant plus sidérante que Netanyahou est quand même un très grand copain de pouvoir, par exemple le pouvoir hongrois, dont les effluves d'antisémitisme sont très nombreuses. Alors pour revenir à la question, je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des élites politiques, cette idée-là, qui en fait est la même que le soutien aveugle à Israël, est permanent. Cette idée-là, pour l'instant, est un petit peu entachée, mais elle se maintient globalement. Il y a en Europe quelques pays qui veulent reconnaître l'État palestinien, etc. Mais globalement, ce qui domine la sphère européenne, c'est que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme du jour, parce que c'est martelé par les élites politiques. Je crois que dans l'opinion publique, c'est de moins en moins vrai, y compris en Occident. C'est-à-dire que de moins en moins,
Israël qui incarne le sionisme. Israël est perçu comme un État qui fait des actes légitimes, c'est de moins en moins vrai. Que l'idée que la réponse au 7 octobre a été nécessairement celle qui est commise est tout à fait acceptable et n'est pas génocidaire, etc., etc. Je pense que ça marche de moins en moins. Je pense que ça marche très clairement beaucoup moins aux États-Unis. Alors ça, il y a énormément d'éléments de preuve de ça. C'est-à-dire, il y a une vraie crise à l'intérieur du Parti démocrate. Alors là, je parle globalement aux États-Unis. Le soutien à Israël, historiquement, a été un soutien démocrate et ça a basculé du côté républicain à partir de Reagan. Et depuis, c'est très clairement avec Reagan que la classe politique israélienne, avec les républicains, que la sphère publique israélienne, la sphère politique israélienne se sent beaucoup mieux. Mais dans le Parti démocrate, indubitablement, il y a sur la question d'Israël une crise. On l'a vu lors de la Convention démocrate. Il y a eu une pétition importante signée, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'était 500 000 démocrates. Enfin, c'était un truc absolument énorme qui demandait l'autorisation. Parce que à la Convention démocrate, ils avaient proposé aux parents d'un otage mort dans les mains du Hamas de parler. C'était donc les parents d'un américano-israélien de parler d'Israël et du soutien à Israël. Et ils ont signé une pétition demandant que quelqu'un puisse aussi parler pour dire qu'on soutient le peuple palestinien dans ses souffrances. C'est-à-dire qu'il y a un début de crise dans le Parti démocrate qui est en dessous de 35 ans, qui est absolument flagrante. En dessous de 35 ans, j'avais lu récemment que 40% des Juifs américains pensent que l'État d'Israël est un État d'apartheid. Donc c'est quand même gigantesque, 40%. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes. Et donc, mais ces jeunes-là ne resteront pas toujours jeunes, mais s'ils gardent ce regard porté sur Israël, ça modifiera beaucoup de choses. Alors, pardon. Sur la force, oui, tu écris dans le livre que ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient en usant de plus de force. On a vraiment l'impression que la politique de Netanyahou, c'est avant tout une politique de force. Oui, ça n'est pas avant tout, ce n'est que ça. Je dirais ça. Oui, ce n'est que ça. C'est-à-dire que, vous savez, le dicton, c'est un dicton juif très connu, à caractère biblique, qui dit « ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient par l'esprit, par l'intelligence ». Et en fait, en Israël, on a un peu détourné le dicton pour dire, et c'est une phrase très connue en Israël, « ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient par plus de force ». Donc, la clé de tout, c'est la force. Et la phrase constante des militaires, à chaque fois qu'il y a une guerre, il faut rétablir notre capacité de dissuasion. Elle a été agressée ou elle a été amenuisée, et il faut la rétablir. Tu emploies aussi l'expression « on pisse dans la piscine du haut du plongeoir, du plus haut plongeoir ». Voilà, c'est-à-dire, l'idée, en fait, c'est l'ancien, il ne l'est plus, l'ancien patron de l'Association des droits de l'homme en Israël, qui s'appelle B'Tselem, qui est remarquable. Son patron m'avait dit, ce que fait Israël, c'est pisser dans la piscine du haut du plongeoir. Alors j'avais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'avait dit, mais enfin, ça veut dire, vous et moi, il m'avait dit, et à peu près tout le monde, une fois on a pissé dans l'eau, hein, n'est-ce pas, parce qu'on a envie, etc. Bon, il y a plein d'eau, tant pis. Nous, les Israéliens, on ne fait pas ça en se cachant. On fait ça du haut du plongeoir. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On s'en fout de ce qu'on pense. Et c'est-à-dire aussi qu'on pense que ce faisant, nous sommes dans une impunité absolue. Puisque rien ne nous arrive. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et jamais rien ne peut nous atteindre. Rien. Et jusqu'à présent, c'est un constat. On le voit dans les guerres menées, à la fois dans la guerre menée à Gaza et dans la guerre qui vient de commencer au Liban. On voit tout à fait que Israël
mène ces guerres dans une impunité totale. C'est-à-dire que Biden se ridiculise en faisant savoir par le biais qu'il demande de manière permanente que cette guerre s'arrête, etc. Mais que comme Netanyahou n'a aucune intention que cette guerre s'arrête, eh bien, cette guerre ne s'arrête pas. Et lui ne fait rien pour l'empêcher qu'elle s'arrête. Pire que ça, quand la guerre a commencé au Liban, en plus des 14 milliards reçus par l'administration américaine, l'État d'Israël a reçu 3 milliards supplémentaires en armement. Donc, il y a un discours qui voudrait que l'Amérique garde son rôle et puisse imposer un cessez-le-feu. Puis il y a une réalité qui est que tout ça est nul et non avenu, et que jusqu'à présent, je répète, aucune mesure n'a été capable de contraindre Israël à modifier sa politique de la force. Il y a, on voit, enfin tu écris aussi dans le livre, que la déshumanisation des Palestiniens est devenue un peu un moyen de préserver l'estime de soi. Si tu occupes et que tu bombardes quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit ton égal. Oui, ça se passe à Gaza, ça se passe... Alors on est dans une période quand même... Quand j'ai écrit ce livre, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, la déshumanisation à laquelle je pensais, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, à Sde-Taïman. Sde-Taïman, c'était un centre de rétention. Une prison israélienne. C'était une prison israélienne, oui. Et dans cette prison israélienne, il y a eu des choses à côté, à Abu Ghraib. Et ce qu'on a vu à Abu Ghraib, c'est pas grand-chose, tristement. C'est-à-dire que les crimes qui ont été, visiblement, les crimes qui ont été commis, d'après ce qu'on peut lire dans la presse israélienne et sur certains sites d'information israéliens, ce qui s'est passé à Sde-Taïman était de l'ordre de l'horreur. Et ce qui s'est passé parce que l'objectif était d'humilier. Alors les viols, c'est un moyen très célèbre pour humilier les gens, donc il y en a eu. Mais il n'y a pas eu que ça. Et la volonté d'humilier, elle est dans la situation actuelle, qui est une situation quand même de crise très importante. La volonté d'humilier, elle est au cœur du comportement des forces israéliennes. Et ça a amené à plusieurs reprises le porte-parole de l'armée à appeler les soldats à cesser de mettre les images sur les réseaux sociaux. Parce qu'il disait, tout ça va arriver à la Cour internationale de justice et c'est pas bon pour nous. Mais il y a des images, des déclarations d'officiels qui sont absolument génocidaires. Je veux dire, il n'y a pas d'autres mots qui sont des appels à la destruction physique. C'est de la part de ministres, c'est de la part de journalistes, c'est de la part de... Et ça va en boucle sur les réseaux sociaux et ça tourne en boucle sur les télévisions. C'est sidérant. Donc, effectivement, on est dans une sorte d'acmé de ce sentiment. Il y a eu une humiliation le 7 octobre. L'humiliation, c'est que les forces de sécurité n'ont pas été capables d'empêcher cet événement. C'est une tuerie de masse qui est commise par le Hamas. Et non seulement les Israéliens ont été piégés, mais ils étaient convaincus que c'est impossible, que ça n'advienne. Vous savez, en 2021, quand la barrière qui entoure Gaza est inaugurée, le ministre, qui actuellement est le principal adversaire de Netanyahou, qui s'appelle Gantz, qui était à l'époque chef d'état-major, non, ministre de la Défense, pardon, a fait une déclaration à la troupe, et il a dit « Nous avons bâti un système autour de Gaza qui est le plus élaboré au monde. Il n'y a rien de plus sophistiqué avec la technologie la plus récente. Et c'est absolument impossible à quiconque de le traverser. » Le 7 octobre, ils sont passés comme ça. Comme ça. Alors ils l'ont certainement très bien préparé, mais ça a été facile. Ils ont fait sortir 2000 personnes.
Enfin, au départ, visiblement, ils étaient beaucoup moins, et puis beaucoup de gens, quand ils ont vu que c'était possible de passer, sont passés. Des jeunes, surtout. Mais c'était une humiliation effroyable. Et l'armée israélienne n'arrive pas, au fond, à l'emporter à Gaza. Pas parce qu'ils n'ont pas encore tué six Noirs, mais parce qu'on est 1 an plus tard, et que, malgré la destruction totale de tout l'environnement qu'il y a à Gaza, le Hamas parvient toujours, il a été certainement très affaibli, mais il n'empêche qu'il continue toujours à être capable, il y a encore quelques jours, ils ont tué 4 soldats israéliens, ils sont encore capables de mener des attaques, et on ne peut pas dire « mission accomplished », comme Bush avait dit en Irak. Ils n'ont pas gagné. Et c'est quelque chose qui touche énormément la population israélienne, parce que ça met précisément en cause le dicton. Il n'y a pas que quand la force ne suffit pas, il faut utiliser plus de force. Combien de force peut-on encore utiliser à Gaza ? Tout est détruit. Et pourtant, il y a un échec. Je ne crois pas que ce soit le seul élément qui a joué dans la décision d'aller bombarder le Liban. Mais je pense que pour l'armée israélienne, si je peux être un peu vulgaire, se refaire la cerise est quelque chose qui a joué. C'est-à-dire récupérer l'estime de soi, avoir un succès. Et la réalité, c'est que au Liban, il y a un succès. C'est-à-dire que non seulement l'assassinat du chef du Hezbollah est quelque chose qui est très important, mais en plus, ils ont montré leur capacité technologique, etc. Donc, en faisant exploser les beepers, etc. Tu racontes au début de ton livre une conversation que tu as avec ton père, qui disait qu'il faut qu'Israël, après 67, il faut qu'Israël rende les territoires, sinon elle va devenir une puissance occupante. Oui. Oh ben, je ne sais pas ce que je peux ajouter, il avait raison. Il avait raison, mais je vais raconter une autre anecdote sur mon père que j'ai racontée dans le livre, parce que 2-3 ans après le début de l'occupation, ça devait être en 70, 71, un truc comme ça, il m'a dit, tu sais, lui c'était un travailliste, et il avait longtemps dirigé le travaillisme sioniste en France. Et donc, il m'a dit, tu sais, je participe à un groupe de gens, il y a des ministres, il y a des hauts fonctionnaires, etc., qui se réunissent une fois par mois et qui réfléchissent parce que on pense qu'il ne faut pas garder les territoires. Ah bon ? Je lui ai dit, c'est pas mal ça. Et alors, mais qui est au courant ? Il dit, personne n'est au courant. Je lui dis, à quoi ça sert si vous vous réunissez et que vous ne faites pas savoir que c'est... Mais vous le dites, que vous pensez qu'il faut rendre les territoires ? Mais non, c'est possible. Ah bon ? Je lui dis, c'est pas possible. Et alors, si vous ne dites pas à quoi ça sert vos palabres ? Non, parce qu'il m'a dit, les gens ne sont pas encore suffisamment... Les gens ne peuvent pas entendre ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, on est entre nous. Nous, on pense ça. Mais on attend le moment où on pourra le dire. Et bien évidemment, le moment n'est jamais arrivé. Eh bien, c'est une réflexion, je dis, avec spécialiste Sylvain Sipel. C'est un journaliste, un ancien correspondant Le Monde en France. Monsieur écrit livre qui est l'État d'Israël contre les Juifs et gagne une édition qui reparaît en 2024 après le fin paraître pour la première fois en 2020. Livre ça porter une lumière sous politique gouvernement israélien avec façon Yoel au niveau international. Monsieur t'a parlé avec Pascal Boniface dans Institut Relations Internationales Stratégiques IRIS.
et c'est comme ça n'a fini magazine événement spécial ça sous Alter Radio ou capable al plus loin sous site Iris International. Merci pour attention nous continuez suivre nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capable écouter émission ça à tout le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous